Les parties civiles, au cours de leur audition à la barre du tribunal, ont déclaré ce qui suit, entre autres. À l'audience du 14 février 2023, M. Ouribaï Loba explique s'être constitué partie civile dans cette affaire pour son jeune frère Elhadj Hassan Ba, décédé au cours des événements du 28 septembre 2009. Il narre que celui-ci a quitté son domicile 6 à Amdalaï dans le but d'assister à un cas social lorsqu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre en suivant une vague de manifestants. Depuis ce jour, poursuit-il, il n'a plus revu son frère, dont la preuve de la mort n'a été rapportée qu'à travers une photo où on le distingue parmi d'autres corps. Il confie que sa narration des faits ressort de l'appel téléphonique qu'il a eu avec son frère au cours duquel celui-ci lui a dit que les gendarmes tiraient sur la population en présence du colonel Moussa Kégboro Kamara. Il affirme que suite à l'interruption de leur communication, il a reçu l'appel d'un ami de ce dernier lui annonçant son décès par coup de poignard reçu sur la nuque. Malgré les recherches effectuées du stade à ses alentours, dans les geôles des colonels Claude Pivy et Moussa Kégboro Kamara, en passant par la morgue de l'hôpital Donka, la dépouille de son frère n'a jamais été retrouvée, fustige-t-il. Il précise quand même que c'est en sa présence que le ministre de la Santé est arrivé en compagnie de militaires dont le dispositif servait à interdire aux parents des victimes tout accès à la morgue. Pour clore ses propos, il sollicite du tribunal de rendre justice aux victimes du massacre du 28 septembre 2009. Auditionnée, Assia Touba a déclaré que le 28 septembre 2009, elle s'est rendue au stade du 28 septembre pour répondre à l'appel des leaders. Elle explique que Jean-Marie Doré a été le dernier leader politique à s'installer sur la tribune sous leurs ovations quand les militaires sont rentrés en tirant sur eux. Ce fut le début de toute cette débandade. Dans sa course pour se trouver un abri, elle a croisé Mamadou Aliou Keïta qui l'a injurié avant d'ordonner à ses amis de l'attraper et il l'a violé, confie-t-elle. En effet, poursuit-elle, c'est en raison de l'opposition qu'elle a affichée à l'égard de la relation qu'entretenait l'accusé Mamadou Aliou Keïta avec sa nièce surnommée Mina que celui-ci s'est vengé d'elle à la violant. Ce viol est à l'origine du divorce d'avec son époux, regrette-t-elle. Serouna Bari a, dans son audition, déclaré ce qui suit. Le 28 septembre 2009, au stade du même nom, je me suis rendu et j'ai trouvé le portail ouvert avant de me joindre au reste de la foule sur la pelouse. Entre-temps, les tirs ont commencé et s'en est suivi une débandade qui m'a obligé de chercher à sortir. Dans ma tentative de me sauver, j'ai reçu des coups avant d'être appréhendé par les militaires qui m'ont mis dans leur véhicule où se trouvaient d'autres manifestants. En cours de route, je me suis demandé où on nous conduisait. Pris de peur, j'ai sauté du véhicule et je suis tombé sur les genoux. Aussitôt, les militaires se sont arrêtés et se sont mis à me rouer de coups. Ensuite, me poignarder à l'aide d'un couteau. Étant à terre, un autre militaire s'est servi du couteau en voulant m'égorger à Bomboli. Mais dès qu'ils ont aperçu les jeunes du quartier venir en nombre vers eux, ils ont fui. C'est là que ces jeunes m'ont secouru jusqu'à l'arrivée d'un véhicule de la Croix-Rouge qui m'a embarqué et m'a conduit à l'hôpital Donka avant d'informer ma maman. Hospitalisés, Dadis et Blaise Compaoré sont venus nous rendre visite pour compatir à notre peine. Vu l'atmosphère qui régnait à cet endroit, j'ai dit à ma mère de trouver un moyen de me sortir de l'hôpital avant que les militaires ne viennent nous extraire pour nous envoyer à une destination inconnue. C'est dans ce climat que j'ai quitté l'hôpital pour mon domicile où j'arrivais à peine à me soigner car ne disposant d'aucun moyen. Je fais partie des victimes filmées par France 24 dont les images sont passées en boucle les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. À date, j'ai perdu mon épouse et je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants à cause de mon état de santé.
Abdul Hamid Diallo a, dans sa déclaration, dit ce qui suit. J'ai quitté le domicile familial dans la matinée du 28 septembre 2009 avec une marée humaine en direction du stade. Au carrefour Hamdallahi comme au rond-point de Bellevue, on a affronté des barrages de militaires qui ont finalement cédé. Sur l'esplanade, on a eu encore des altercations avec le colonel Moussa Tiegboro Kamara qui, sous la pression de la marée humaine, a replié. On a accédé au stade et on s'est installé dans les gradins lorsque, quelques minutes après, les militaires en béret rouge sont rentrés par la porte principale en tirant. J'ai rencontré Feu Fanta Condé essoufflé, qui criait à l'aide, mais malheureusement, compte tenu de sa corpulence forte, il m'a été difficile de la porter et j'ai préféré sauver ma vie. Dans ma course effrénée pour me frayer un chemin, j'ai constaté que toutes les issues étaient barricadées par les militaires. Finalement, après avoir escaladé un mur, j'ai été appréhendé par des militaires, puis déposé avec d'autres manifestants au camp Alpha Yaya Diallo. On était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de nous déshabiller sur le champ avant d'être interrogés et placés dans des cellules. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous des bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Mamadou Ali Oussal a déclaré ce qui suit. Je me suis rendu au stade du 28 septembre sur invitation des leaders politiques. Étant là-bas, un de mes clients m'a appelé pour que je lui vende de la viande. Aussitôt, je me suis retourné. Arrivé à ma place, j'ai servi de la viande à ce dernier et je suis allé chez un ami pour prendre du thé. C'est étant là que j'ai été appelé par un autre pour m'informer que les militaires sont en train de tirer à bout portant sur les manifestants et qu'il y a eu des morts. N'ayant pas eu de nouvelles de mon ami Korkaba, après beaucoup de recherches, j'ai pris contact le lendemain avec un militaire pour qu'il m'aide. Lorsque j'ai appelé sur le numéro de mon ami, c'est un militaire qui a décroché et m'a dit que Korkaba a été interpellé et qu'il serait au camp Koundara. Quand je m'y suis rendu, j'ai été mis aux arrêts, conduit dans une cellule, battu et torturé sur ordre de Begré. Comme j'étais retenu avec d'autres personnes, tous les matins, on nous sortait pour nous donner 50 coups de fouet et on nous traitait de rebelles. Ces séances de torture ont duré des jours et c'est suite à l'intervention d'un militaire qui travaillait au kilomètre 36 qu'on a été libéré. De ce jour à maintenant, on n'a ni retrouvé Korkaba, ni Bobo et on n'a eu aucune nouvelle d'eux. C'est un certain sergent Paul et Tanene qui nous torturait et nous bastonnait tous les jours. À l'appui de sa déclaration de constitution de parti civil en date du 24 avril 2023, M. Oumar Djoubaté a indiqué qu'il est le fils de Feu Fanta Condé, décédé au stade du 28 septembre 2009. Il dit que sa mère est partie au stade en compagnie de sa copine, mais elle n'est plus jamais revenue. Ce jour, précise-t-il, comme il était de garde dans une clinique à Anko 5, aux environs de 11 heures, des rumeurs de la répression au stade ont commencé à courir. Lorsqu'il a cherché à se renseigner auprès d'un certain Irassi Keita, militant du RPG et membre de la commission d'organisation, ajoute-t-il, celui-ci lui a déclaré avoir vu sa mère au stade et qu'il a intimé de rentrer à la maison. Il fait remarquer que 2 jours durant, il n'a eu aucune nouvelle de sa mère et a décidé de se rendre à la morgue de Donka pour voir. L'accès à l'hôpital étant complètement barricadé et gardé par les gendarmes, renchérit-il, il a porté une blouse pour que les militaires le laissent vérifier la morgue.
Cette fouille n'a rien donné, insiste-t-il, il lui a fallu attendre le jour de l'exposition des dépouilles à l'esplanade de la mosquée pour retrouver enfin le corps de sa mère qu'il a enterré. Amadou Diallo, journaliste et correspondant de BBC, a déclaré lors de son audition ce qui suit. Je prends la parole aujourd'hui non pour enfoncer ni disculper qui que ce soit. Ce lundi 28 septembre 2009, j'étais reporter au compte de la BBC, ce qui m'a conduit très tôt à Dixine avant l'arrivée du colonel Moussa Kébourou Kamara, acclamé par le public. Ce dernier, ayant pris la parole devant les jeunes, a essayé de les dissuader vainement de se rendre au stade ce jour, étant historique pour le pays. Ensuite, il a fait un signe de la tête aux unités de police et de gendarmerie, lesquelles ont commencé à gazer les manifestants avant son départ. Après, je me suis dirigé vers le domicile de Jean-Marie Doré dans le but de bien couvrir cet événement, car là se trouvaient les leaders. Y étant, une discussion s'est engagée au niveau de la Fondis entre Moussa Kébourou Kamara et Sidia Touré qui demandaient le report, chose que les leaders, notamment Sidia, Mouktar et les autres, n'ont pas accepté. Aussitôt, le colonel Moussa Kébourou Kamara s'est énervé et a dit qu'il allait rentrer dedans ceux qui semblent être mal éduqués. Entre-temps, Moussa Kébourou Kamara a sollicité que les leaders le suivent, ce que les jeunes ont compris comme étant le commencement de l'arrestation de ceux-ci. Ils ont lancé des projectiles en direction des gendarmes et policiers. Là, on s'est dirigé vers la terrasse du stade avant d'aller à l'intérieur, s'y installer. Certains priaient et d'autres dansaient et chantaient. Vers 12 heures, les tirs ont commencé à retentir et s'en est suivi une grande débandade suite à l'irruption de toutes les forces de défense et de sécurité dans le stade. Dans ce brouhaha, j'ai décidé de rester calme et serein, car étant journaliste, la pire des choses qui pouvaient nous arriver, Mouktar Ba et moi, c'était l'arrestation. Donc, on a décidé de rester ensemble avant qu'un militaire ne vienne nous demander qui sommes-nous. Nous présentant journalistes de BBC et RFI, ce dernier s'est déchaîné sur nous en disant « C'est vous qui gâtez le nom de votre pays à l'extérieur ». Dans cette violence qu'on subissait, un militaire est venu et a dit à ceux qui nous violentaient d'arrêter car on était ensemble à l'abbé. Malgré cette intervention du militaire qui n'a pas été suivie des faits, un policier est venu et a réitéré la même chose à ce hargneux militaire qui voulait en finir avec nous. Ce dernier a servi de bouclier pour nous, malgré les coups qu'on recevait. On a réussi à nous conduire à l'extérieur en disant « journaliste, journaliste ». De là où on était, jusque dehors, des corps sans vie et d'autres blessés se trouvaient tout au long de ce périlleux trajet. Étant dehors, on a été dépouillé de nos objets par des gendarmes beaucoup plus hargneux que le militaire à l'intérieur du stade. On a été à nouveau violenté avant qu'un homme du protocole de Dadis, du nom de Cathy, que je connaissais, n'intervienne à son tour pour nous, puis nous a aidés à récupérer nos matériels qui avaient été dépouillés par un gendarme. La scène de violence et d'horreur était de telle sorte qu'on s'est dit de faire tout pour couvrir l'événement et informer les gens de ce qui se passait ce jour-là au stade et ses alentours. Je précise avoir reçu un coup au niveau du bras qui était déjà enflé et je me suis rendu chez Maître Amara Bangoura que je connaissais avant. Après avoir récupéré mon sac, j'ai passé l'information dans laquelle se trouvaient des sons de tir au stade et tous le bruit qui en a servi. J'ai reçu des coups de fil de certaines connaissances et un garde rapproché de Dadis me disant de quitter mon domicile car ma vie est menacée suite à mon reportage sur les ondes de la BBC.
Ainsi, j'ai décidé de quitter mon domicile sur l'insistance des personnes qui m'appelaient et me disaient de le faire au regard de la menace que je courais. C'est dans ces circonstances, moi et ma famille avons vécu dans la clandestinité avant qu'on ne soit exfiltré pour Dakar. Salimatou Bari a de son côté déclaré ce qui suit. Le lundi 28 septembre 2009, ma copine Aïssatou et moi sommes arrivés au stade au moment où les portes étaient encore fermées. Bien qu'il y eut des pick-up de gendarmes et de policiers, l'atmosphère était festive sur la terrasse. À notre arrivée, le colonel Moussa Kégboro Kamara a tenté de nous sensibiliser afin que nous quittions les lieux. Mais face à notre refus, il s'est rembarqué dans sa Mercedes et s'est dirigé vers un groupe de militaires avec lequel il s'est entretenu. Dès que son véhicule a pris la direction de Dixinport, les portes du stade ont été ouvertes. La marée humaine s'est précipitée à l'intérieur du stade où je me suis installé à la tribune avec Aïssatou. Lorsque la rentrée des leaders a été annoncée, on a accouru sur la pelouse où on a dansé pour les leaders comme Baouri. Aux environs de 11 heures, sur insistance de ma copine Aïssatou Kamara, on est sorti pour chercher à manger. Mais juste au niveau de la porte principale, on a croisé les militaires bérets rouges qui rentraient en tirant. On a couru en direction des frigos, poursuivis par les militaires qui nous ont rattrapés, battus et déchiré nos vêtements. Pire, pendant ces sévices, d'autres militaires ont tiré sur les fils électriques qui ont électrocuté et brûlé ma fesse gauche. Pendant ce temps, Aïssatou Kamara avait déjà plusieurs côtes brisées. Lorsque j'ai perdu connaissance, je ne me suis réveillé qu'à l'hôpital Donka, où j'ai retrouvé ma copine Aïssatou Kamara violentée au point qu'il fallait la mettre dans des cartons pour la transporter. Après plusieurs jours de traitement à Donka, on a été évacué à Thiès, au Sénégal. Mais faute d'accompagnement financier, on a été obligé de revenir en Guinée. Depuis, c'est ma famille qui s'est occupée de tous mes frais médicaux, mais ma copine Aïssatou Kamara n'a pas eu autant de chance. Aïssatou Kamara était tout pour sa mère, qui était extrêmement pauvre. Faute de ressources financières, Aïssatou Kamara a succombé à ses blessures. Ma copine Aïssatou Kamara est décédée jeune et sans enfant. Mon plus grand regret réside dans le fait que c'est sur ma demande que Feu Aïssatou Kamara s'est rendu au stade du 28 septembre. Entendu sur les faits de viol et de violence sexuelle, Madame Fatoumata Bari a indiqué que le 28 septembre 2009, elle a quitté son domicile avec sa cousine pour protester contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Elle dit qu'elles ont trouvé sur l'esplanade le colonel Moussa Kégboro Kamara qui demandait aux manifestants de rebrousser chemin. Mais ceux qui étaient présents ont répondu qu'à l'instar du 28 septembre 1958, les Guinéens diront non à cette autre date à la candidature de Dadis. Elle argue que devant cet affront, le colonel Moussa Kégboro Kamara a quitté les lieux et les manifestants sont rentrés au stade dans une ambiance très festive. Étant installé au stade avec sa cousine, précise-t-elle, Jean-Marie Doré est arrivé en dernier, porté et ovationné par la foule, lorsqu'une dizaine de minutes environ, les militaires ont investi le stade en tirant à balles réelles sur la population. Elle insiste que pendant 1 heure de temps, les citoyens guinéens présents au stade ont été martyrisés, injuriés, battus et tués comme des animaux par des militaires. Elle fait remarquer que tout le long du massacre, les militaires n'ont cessé de leur reprocher le motif de leur présence en ces lieux comme si cela était un crime. Quand elles ont cherché à se sauver, renchérit-elle, elle a vu une dame de teint clair auprès de qui elles ont voulu trouver refuge. Mais c'est à cet endroit, malheureusement, que 2 policiers l'ont attrapé, giflé, puis déchiré à l'aide d'un couteau son pantalon
et la petite culotte en maillot bleu qui se trouvait en dessous, et qu'après l'avoir complètement mise à nu, ses agresseurs ont introduit leur matraque dans son vagin. Constatant ses menstrues, ils l'ont sodomisée avant d'uriner sur elle. Elle persiste que pour mettre fin à ces supplices, un autre militaire est venu pour leur intimer de cesser de la violer. Mais ses ravisseurs ont rétorqué avoir reçu des ordres dans ce sens. En dépit de leur entêtement, ce militaire courageux l'a relevé et l'a aidé à sortir du stade.